Il n'y aura pas genre un Congolais il va rentrer dans l'espace d'investissement, il va avoir des projets sénégalais. Pourtant, c'est ça aussi le sens du mot panafricain. Effectivement, c'est partie d'une histoire. Moi, aujourd'hui, je suis Congolais. Je sais quel est le problème que les entrepreneurs congolais. Moi, j'ai l'impression qu'on se mélange un peu les pinceaux. Bien sûr qu'il peut y avoir un business plan, il y a le rapport, il y a tout ce qu'il y a, mais le marché, c'est le marché. L'investisseur est différent de ceux qui exécutent le projet. Bien investir dans des startups au niveau du pays. Ça, c'est votre rôle en tant que plateforme. Est-ce que si je mets mon argent va revenir? Salut, c'est Miaka Sissa. Aujourd'hui, je reçois un jeune frère très dynamique qui me rejoint du Maroc pour nous parler d'un projet qu'il est en train de mettre en place pour l'Afrique et sa diaspora autour de l'entrepreneuriat. Il aura le temps de se présenter, mais je crois savoir qu'il est un jeune entrepreneur congolais de Brazzaville évoluant au Maroc. Monsieur Lucer, il s'appelle donc Lucer Safou. Donc Lucer, salut, merci. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview et le temps consacré. Donc moi, c'est Lucer Fresnelj et je suis étudiant et entrepreneur congolais au niveau du Maroc. Voilà. Je fais filière maths informatique. Très bien. Donc, dans les coulisses, tu m'as parlé un peu de ton projet. Tu me disais que c'était un réseau social pour l'Afrique et sa diaspora autour de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire plus? D'accord. En tout cas, déjà, je vais commencer par le nom du projet. C'est le Mbongi. Et le nom, déjà même avec le nom, on sait déjà que voilà, le Mbongi, c'est le coin du village là où voilà, on règle les problèmes du village. Et donc, le Mbongi, c'est une plateforme d'investissement et aussi une plateforme d'union, une plateforme qui, disons, je peux dire une plateforme qui réunit la diaspora autour de l'entrepreneuriat. Et donc, le Mbongi, il est divisé en trois parties. Et c'est trois en un, c'est comme trois logiciels en un. Et on a la première partie qui est voilà l'espace d'investissement. Et il y a aussi la deuxième partie qui est comme un réseau social, là où la diaspora, voilà, ils vont networker, ils vont redécouvrir la culture africaine à travers du contenu africain fait par les Africains pour les Africains. Et une troisième partie qui est un logiciel de gestion de communauté pour des associations de la diaspora à l'étranger. Ok, parfait. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire le lien entre ces trois volets-là? Le lien, vu que c'est une plateforme tout en un, certainement, c'est tout en un parce qu'il y a un lien très prononcé entre ces trois volets-là. Essayez de nous faire le lien. Pourquoi ces trois plateformes sont mélangées? Quel est le lien? Parce que d'un côté, on parle d'un réseau social qui va faire la culture. De l'autre côté, on parle d'investissement. De l'autre côté, on parle seulement d'associations, d'étudiants ou bien de la diaspora à l'étranger. Le lien, concrètement, le lien, c'est quoi? Pour donner de la substance à ceux qui suivent. Ah, ok. Et donc, le lien, qu'est-ce qui leur relie? Alors, premièrement, nous avons eu l'idée de créer un espace d'investissement. Cet espace, ça va permettre à la diaspora de découvrir des projets qui sont portés au niveau national. Le lien dans ces trois volets, c'est l'entrepreneuriat. Les trois volets ont été conçus dans un objectif entrepreneurial. Et en dehors de cet espace d'investissement, c'est relié à l'espace de réseau social parce que sur cette partie, nous allons mettre du contenu lié à l'entrepreneuriat. Donc, la chose principale qui relie les trois, c'est l'entrepreneuriat. Le contenu qui sera dans cet espace réseau social, ça sera du contenu entrepreneurial. Les projets dans l'espace d'investissement, ce sont des projets, voilà, des entrepreneurs au niveau national. Et aussi l'espace de gestion de communauté. C'est cet espace-là qui va permettre aux associations des Congolais. Par exemple, je vais prendre un exemple clair ici au Maroc. Nous sont réunis en association, l'association des Congolais au niveau du Maroc. Et cette association-là a un bureau. Oh, voilà, ils font des trucs manuellement, et nous avons pensé à digitaliser leur travail, à leur faciliter le travail. Et donc, nous leur avons créé cet espace de gestion de communauté sur lequel ils vont faire la gestion de la trésorerie, gestion des membres et tout. Et donc, ce qui relie les trois parties, c'est l'entrepreneuriat. Que ce soit le contenu qui sera présenté au niveau de cet espace, ça sera du contenu entrepreneurial. Donc, on a compris le lien entre la partie réseau social et la partie investissement. Donc, contenu entrepreneurial et investissement sur des projets d'entrepreneuriat. Maintenant, pour la partie association, on a parlé de leur gestion quotidienne, mais jusque-là, le lien avec l'entrepreneuriat, parce qu'une association n'est pas une association comme une amicale des étudiants n'est pas censée être d'abord entrepreneuriale. Donc, quel sera le rôle? Est-ce que c'est par là que vous allez
d'identifier des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs? Est-ce que ça sera un réseau pour identifier des entrepreneurs ou des investisseurs? Éclaircissez-nous un peu maintenant sur ce dernier volet-là. Oui, sur ce dernier point, le logiciel, ce côté logiciel de communauté, voilà, ils vont aussi jouer le rôle de détection des investisseurs, des Congolais, voilà, qui ont cette flamme-là d'investissement, ils pourront passer par ce côté logiciel de gestion. Donc, l'individu, le Congolais, il va faire signe, voilà, au bureau. Et le bureau, avec son côté logiciel de gestion de sa communauté, voilà, il récupère des requêtes ou des demandes, voilà, des gens qui veulent participer aux investissements. Parce que quand ils vont faire dans ce logiciel, le bureau, il aura accès aux gestions des membres de sa communauté. Si dans ses membres, parmi ses membres, il y a des gens qui sont prêts à investir ou à mettre la main de la poche ou donner des conseils ou avoir un apport. Ils veulent donner un apport au niveau des conseils, par exemple. Ils vont faire signe au bureau de communauté et le bureau, avec son logiciel, voilà, il va aussi recevoir des requêtes des gens qui veulent, voilà, être parmi des Congolais qui vont investir dans un projet ou dans des projets. Très bien. Maintenant, on a compris un peu l'idée générale du projet. Maintenant, dites-nous un peu, quelle est l'histoire qui se cache derrière ce projet-là? Est-ce qu'il y a une situation de la vie qui vous a poussé ou bien qui vous a mis dans un état de déclic pour pouvoir vous lancer et poursuivre ce projet? On aimerait savoir un peu. Ou est-ce que vous vous êtes réveillé un matin comme ça et puis vous avez dit, bon, je vais créer une plateforme qui va relier les gens comme ça et tout? Ou est-ce que c'est parti d'un problème que vous avez constaté sur le terrain? Expliquez-nous ça. Effectivement, c'est parti d'une histoire. Il y a une histoire derrière. Il y a peut-être pas juste une histoire, mais des histoires. C'est que, voilà, il y a un jour, je passais, voilà, sur les statuts WhatsApp. Voilà, je voyais visionner un peu les statuts et je suis tombé sur le statut d'un frère qui est à Marrakech. Voilà, qui avait écrit, voilà, où sont les projets, on veut investir. Je me suis dit, tiens, au fait, cette question a un sens. Où sont les projets? Il y a des gens, en fait, qui sont prêts à investir. Et donc, ça a poussé à faire une petite enquête, voilà, faire des sondages et essayer de voir auprès des gens qui sont ici, est-ce que s'il y a un projet, tu serais prêt à investir? Oui, effectivement, s'il y a un projet, voilà, le mécanisme est bien fait, je peux investir sur un projet. Et comme ça, on a eu un peu des retours, on a fait un petit sondage, des enquêtes et tout, et on a constaté qu'effectivement, il y a des gens, si je prends juste le Maroc, juste les Congolais qui sont au Maroc, on peut au moins trouver 5 Congolais qui sont prêts à mettre la main de la poche et investir dans un projet. Et ça, c'est statistique que nous avons obtenu après avoir fait un sondage, des sondages, des enquêtes, des questions et tout ça. Une fois que j'avais vu ce statut du frère et j'ai eu cette idée-là de faire un espace d'investissement. Et aussi, un autre jour, je traînais un peu sur les réseaux, sur Facebook, Instagram et tout, et j'ai lu des commentaires sur des pages panafricaines que voilà, les gens se plaignent. Voilà, il n'y a pas un espace qui réunit les Africains. Il n'y a pas un espace où les Africains peuvent se réunir et partager des idées, des propositions, faire des redécouvrir la culture. Je me suis dit que là aussi, il y a un besoin. Au lieu que je fasse plusieurs applications, genre une plateforme pour l'investissement, ensuite une plateforme pour regrouper la diaspora et leur faire redécouvrir l'Afrique à travers du contenu de leur pays et tout type de contenu, je me suis dit pourquoi pas les réunir aussi. Donc, après avoir fait l'espace d'investissement, je suis passé à l'ajout de l'espace comme un réseau social, mais redirigé vers l'entrepreneuriat. Il y aura du contenu entrepreneurial, du contenu panafricain, africain, du contenu, par exemple, pour un Congolais, du contenu congolais. Il va redécouvrir le Congolais et tout ce qui se passe au niveau du pays. Et aussi, je me suis dit, bien sûr, qu'il y aura des gens qui voudront, bien sûr, faire de la requête, disant, OK, je veux investir et tout. Il faudra aussi un espace. C'est mieux qu'ils puissent passer à travers leur communauté. Voilà, d'où l'idée aussi qui est venue de créer cet espace de logiciel de communauté. Pour les bureaux de communauté, ils font la gestion des membres, la gestion de trésorerie et tout. Et par contre aussi, ils vont recevoir des requêtes des gens, de leurs membres qui voudront bien investir dans des startups au niveau du pays. Donc, en ce qui concerne les contenus, je vous entends dire tout type de contenu tantôt, contenu entrepreneurial, on veut savoir. Tantôt, vous dites aussi contenu panafricain, parce que le contenu panafricain en soi, ne va pas forcément être un contenu entrepreneurial. On peut parler des la journée sans savoir comment on fait de l'argent, comment on gagne de l'argent à la fin de la journée pour manger et tout. Donc, c'est quoi vraiment? C'est du contenu entrepreneurial ou est-ce que c'est un mélange? C'est du contenu entrepreneurial et du contenu culturel pour les jeunes. Il faut préciser. Effectivement, il y aura du contenu
entrepreneurial, mais il y aura aussi du contenu culturel. Par exemple, du contenu culturel comme du contenu lié à l'histoire coloniale du Congo, par exemple. Je prends le Congo, l'histoire des présidents du Congo, l'histoire du Congo, des présidents qui sont passés, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, les documentaires, ce qui est lié au pays. Donc, il y aura, quand je dis panafricain, je fais allusion que voilà, c'est du contenu, que ce soit entrepreneurial, mais l'entrepreneuriat panafricain. Disons que ce sont des porteurs de projets et des startups africains, tu vois, congolais, par exemple. Et donc, Mais, il y aura du mais, contenu entrepreneurial, il y aura aussi du contenu culturel. mais quelqu'un peut faire un projet, il est africain, mais son entreprise n'a pas une vision panafricaine. Comment vous déterminez ça? Parce que je peux être comme ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique qui vendent tous les jours l'Afrique contre les intérêts de l'Afrique et qui se font des sous. C'est des entrepreneurs. Mais ce ne sont pas des entrepreneurs qui respectent le paradigme panafricain. Donc, comment vous identifiez que tel entrepreneur, il est dans le paradigme? Vous vous limitez au fait que, bon, il est du Sénégal, donc c'est panafricain. Non, lorsque j'utilise le terme panafricain, plutôt je veux dire que ça sera des entrepreneurs uniquement africains. Maintenant, tout ce qui se passe, par exemple, si je suis de la diaspora congolaise et que je rentre dans l'espace d'investissement, tout ce que je verrai, c'est uniquement des projets qui sont au Congo. Je suis congolais, je rentre, je verrai juste des projets congolais. Un Sénégalais, il va rentrer, il verra que des projets, des porteurs de projets sénégalais. Il n'y aura pas genre un Congolais, il va rentrer dans l'espace d'investissement, il va voir des projets sénégalais. Non, un Congolais, il rentre, il trouve que des projets à Brazzaville. Bien sûr que ces projets, c'est pas peut-être que des projets qui vont s'externaliser, genre aller dans d'autres pays africains. Non. Ce sont des projets, peut-être que ce sera juste des projets qui vont fonctionner, par exemple, au Congo. Donc, la start-up est juste au Congo. On va financer la start-up qui est au Congo. Sur le côté, par exemple, des Sénégalais, quand un Sénégalais il va rentrer, il va avoir un projet sénégalais, uniquement sénégalais. Voilà, il va investir dans le projet sénégalais. Donc, chaque pays aura ses projets. C'est pas des projets genre ils seront continentaux, voilà un projet, il va être au Sénégal, ce même projet sera au Gabon et tout. Oui, je disais que, mais pourtant c'est ça aussi le sens du mot panafricain. Lorsqu'on dit panafricain, on n'est plus limité au pays. On voit toute l'Afrique, on a la portée continentale. Oui. Le Mbongi aura une portée continentale. Oui, parce que ça va toucher d'autres pays africains. Par contre, les projets qui sont investis et qui seront mis en avant ou ceux dans lesquels on va investir, c'est pas obligatoirement des projets qui vont aller dans d'autres pays. Non. Le Mbongi, il est africain parce que dans le Mbongi, on retrouve d'autres pays. Pas obligatoirement, mais c'est possible. C'est possible qu'un Sénégalais investisse dans un projet congolais. C'est pas obligatoire, non. Mais c'est... Pour le moment, non. Non, pour le moment, on a enlevé cette possibilité. Un Sénégalais, il va investir dans des projets liés au Sénégal. Ok, pourquoi? Parce que nous sommes partis du fait que un Congolais ne peut pas savoir comment résoudre les problèmes des startups, des entrepreneurs sénégalais. Un Béninois ne saura pas quel est le problème des entrepreneurs gabonais. On a voulu garder le cadre. Moi, aujourd'hui, je suis Congolais. Je sais quel est le problème que les entrepreneurs congolais font face. Quels sont les problèmes qu'ils font face. Je ne connais pas les problèmes que les entrepreneurs sénégalais font face ou je ne sais pas les problèmes que les entrepreneurs de la RDC font face. Je connais la réalité uniquement du Congo dans le domaine de l'entrepreneuriat et donc j'aurai une meilleure décision d'investissement. Mais si aujourd'hui je me décide d'investir sur un projet qui vient d'un porteur de projet de la RDC, ça sera pas une bonne décision d'investissement parce que je sais pas les réalités, je sais pas est-ce que ce projet-là résout vraiment un souci. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas juste investir dans des projets comme ça, mais plutôt investir dans des projets qui font un impact, qui ont un impact, qui peuvent causer un changement. Aujourd'hui, si on investit dans un projet ou, disons, une ferme, on sait qu'il y aura un impact dans l'assiette du Congolais. C'est que si dans la zone où il y a cette ferme-là, les habitants de cette zone, ils auront, par exemple, si c'est l'élevage des poules, on sait que dans cette zone, peut-être le prix de l'œuf va diminuer. Tu vois. Mais on sait ces réalités-là. Moi, un Congolais, je ne sais pas les réalités de la RDC. Donc, ça ne sera pas une bonne décision d'achat, une bonne décision d'investissement pour moi. Voilà pourquoi nous avons voulu faire cette possibilité. Plus tard,
on pourra ajouter la possibilité qu'il y ait, par exemple, un Congolais qui puisse investir dans le projet d'un Béninois. Mais pour le début, on veut les garder, voilà. Un Congolais, il va investir dans les projets des Congolais, un Sénégalais dans les projets des Sénégalais. C'était juste à cause de ça. Ok, Lucer, je vais rebondir sur un point. Oui. Oui. Faites comme ça, moi j'ai l'impression qu'on se mélange un peu les pinceaux parce qu'il va y avoir aussi des gens, il va y avoir des Congolais qui sont nés en France, qui sont de la diaspora, mais qui ne connaissent pas les réalités du pays. Donc, ça c'est de un. De deux, lorsqu'on investit dans un projet, on n'a pas forcément, on n'est pas l'homme de l'implémentation, on n'est pas l'homme d'exécution, on est un investisseur. On fait travailler son argent. On met de l'argent. On n'a pas besoin de savoir. C'est différent. L'investisseur est différent de ceux qui exécutent le projet. Ceux qui exécutent le projet, si c'est un projet congolais, ils sont au Congo. C'est à eux de comprendre les réalités. Mais moi, en tant qu'investisseur, je suis en France, je ne travaille pas dans l'entreprise. J'ai investi dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a même des plateformes où tu peux investir dans Netflix. Beaucoup de gens investissent dans Netflix. Ils ne savent pas comment Netflix a été créé. Tout ce qui leur intéresse, ce sont certains paramètres qu'ils regardent. Est-ce que si je mets mon argent va revenir? Maintenant, quand tu dis on ne connaît pas les réalités là-bas, le projet, ce qui sera, moi je pense que ça sera le rôle de votre plateforme. Avant de lister un produit ou bien un projet sur votre plateforme, vous devez au moins vous assurer de la rentabilité de ce projet dans la zone géographique d'exécution de ce projet-là. Parce que sinon, les investisseurs vont fuir. Ça, c'est votre rôle en tant que plateforme qui va vous permettre d'attirer. Quand l'investisseur vient, il n'a pas besoin de chercher à contacter les gars qui sont au pays pour poser des questions, pour savoir est-ce que le projet est viable. Non, vous devez lister les projets que vous avez analysés avec votre VC. Vous devez avoir un scénario, un système qui va vous permettre, avant de poster un projet, de savoir que ce projet-là, au moins, on a vérifié tous les indicateurs. Quelqu'un, quelque part, peut investir sur ça et avoir des retours. Ça, c'est votre rôle. Sinon, vous décrédibilisez votre plateforme. Donc, ce qui fait que moi-même, si je suis au Sénégal, je lis votre rapport sur ce projet-là. Et par rapport à votre rapport, je trouve que je peux investir dans le projet. Parce qu'après, ce qui intéresse le Congolais qui est au pays, qui veut investir, c'est que l'argent soit là. Maintenant, si lui, s'il n'y a pas de Congolais capable dans la période où il veut lancer son produit, mais qu'il y a 2 Sénégalais, 3 Sénégalais qui sont capables d'apporter les capitaux, vous allez le pénaliser? Le Sénégalais a besoin de la même chose que le Congolais a besoin pour investir. Ce sont les informations pour savoir est-ce qu'il y aura un retour sur son investissement. Si ça c'est résolu, et investir c'est investir. Il n'est pas l'homme de terrain, il ne va pas venir au Congo pour aller faire les champs. C'est leur projet à eux. Lui, il met à disposition de l'argent pour que ça aille et que lui, il ait un retour. Je ne sais pas si tu vois un peu l'apport que j'essaie de faire. Oui, là, je vois effectivement ce que tu as dit. Par exemple, si j'ai pris le cas du Congo, on aura une équipe qui va faire un suivi. Et bien sûr, après investissement, il y aura des rapports. Et ces rapports, bien sûr, seront placés sur la plateforme pour que les gens puissent investir. Et pourquoi nous avons préféré commencer par laisser chaque diaspora, voilà, la diaspora congolaise dans son sillon du pays, la diaspora sénégalaise et tout. Bien sûr que, comme j'ai dit auparavant, que cette possibilité sera rajoutée, mais pas maintenant. La possibilité qu'une personne de la diaspora congolaise puisse investir dans un projet dans un autre pays que son pays d'origine, ça sera ajouté plus tard. Mais pour le moment, pour le début, nous voulons vraiment garder cette idée que voilà, la diaspora de chaque pays va participer au développement de son pays parce que chaque pays a des besoins spécifiques. Effectivement, effectivement que l'investissement sera basé sur les rapports et tout. Moi aujourd'hui, par exemple, s'il y a il y a une idée de start-up ou un porteur de projet, je prends un exemple, un porteur de projet. Voilà, il a un projet lié à l'IA, intelligence artificielle. C'est fait par exemple au Gabon. Voilà, c'est un Gabonais, un jeune Gabonais, c'est un porteur de projet lié à l'intelligence artificielle. Et moi, pour une bonne décision d'investissement, même s'il y a des rapports, voilà, il y aura peut-être des rapports, il y aura des détails sur le porteur de projet, sur le plan que le porteur de projet il a fait, mais c'est un projet. La personne ne s'est pas encore lancée. Peut-être que ça aussi, on mettra dans les critères de sélection de projet, bien sûr. Ça, c'est en rédaction. Mais je sais pas, est-ce que le Gabon, voilà, quel est leur niveau au niveau des intelligences artificielles, malgré qu'il y a le rapport. Bien sûr qu'il peut avoir un business plan, il y a le rapport, il y a tout ce qu'il y a, mais le marché, c'est le marché. Moi, je connais pas le marché. L'équipe, par exemple, je peux prendre ici, il y a une équipe de Mbongi au Gabon. Eux, c'est pour faire le rapport. Ils vont faire le rapport sur la start-up. Mais est-ce qu'ils vont faire l'étude
chaque projet qu'ils vont recevoir, vont-ils faire des études sur les domaines de ces startups-là pour essayer de voir est-ce que le domaine est évolué ou non? Je pense que pour un début, ça sera pas possible parce que sûrement il y aura beaucoup de demandes et l'équipe ne sera pas assez pour faire des vérifications dans chaque domaine. Est-ce que au niveau du Gabon, il y a l'IA qui est avancée? Est-ce que les entreprises prennent l'IA, utilisent? Est-ce que les structures nationales au niveau local utilisent l'intelligence artificielle ou sont prêtes à payer pour l'intelligence artificielle et tout? Toute cette recherche, l'équipe ne sera pas en mesure de la faire, cette recherche. Et donc, nous, on va juste poster les business plans, ou bien des détails concernant le porteur de projet ou concernant le projet et tout ce qui est plan, business plan, plan d'action et tout ça. Mais on sait que le marché il est différent. Ouais. Et donc, pour moi, un Congolais, investir dans ce type de projet, même si le projet semble rentable, même si le projet sur le papier, voilà, sur le papier, c'est beau, c'est joli et tout, mais j'ai pas une idée sur ça. Et donc, voilà pourquoi pour un début, ça sera pas possible. Pour un début, nous avons décidé que, voilà, chaque diaspora congolaise, sénégalaise et tout ça, vont investir dans des projets des jeunes dans leur pays d'origine respectif. C'est un peu ça. Bien sûr, plus tard, on va ajouter cette option que, voilà, dès que tu es africain, ou voilà, tu peux investir dans n'importe quel projet. C'est clair. Quel est le niveau d'adoption de l'intelligence artificielle pour toi au Congo? Parce que c'est un exemple que tu prends. Je suis curieux de savoir. Le niveau d'implémentation de l'intelligence artificielle au niveau national. Parler du niveau de l'intelligence artificielle par rapport au Congo. Maintenant, je veux te poser la question de savoir au Congo. Oui, c'est juste un exemple. Bien sûr que cet exemple, c'est pas basé sur les data et tout. J'ai juste pris un exemple pour illustrer une idée. Maintenant, l'intelligence artificielle au niveau du pays, je sais pas encore, mais j'essaie de vérifier, j'essaie de faire les recherches pour voir est-ce qu'il y a assez de structures qui utilisent de l'intelligence artificielle. C'est là qu'on peut savoir le marché de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est rentable, par exemple, en ce moment ou pas? S'il n'y a pas de structure où vous dites. Qu'est-ce que tu appelles structure qui utilise de l'intelligence artificielle? Je veux juste qu'on soit clair parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, que l'on en soit conscient ou pas, on l'utilise. Si tu utilises Google, même sans le savoir, tu utilises l'intelligence artificielle. Si tu utilises Facebook pour faire des publicités ou bien même tu es sur la plateforme, tu es ciblé par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui est partout. Oui. Donc, non, on utilise l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je veux savoir est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu veux dire par là concrètement? Ok, l'intelligence artificielle, je veux dire, bien sûr que toutes ces plateformes que nous utilisons, il y a de l'intelligence artificielle, mais il n'y a rien à voir avec le Congo. Quand on va prendre le niveau d'implémentation de l'intelligence artificielle au niveau national, on ne va pas prendre en considération les applications que nous utilisons, les applications Google que nous utilisons. L'intelligence artificielle de Google n'a rien à voir avec le niveau d'implémentation de l'intelligence artificielle au niveau national. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais dire, est-ce que, par exemple, il y a de ces pays où on utilise l'intelligence artificielle dans les domaines de la santé? Est-ce que chez nous, au pays, dans nos structures de santé, y a-t-il une structure qui utilise l'intelligence artificielle pour résoudre certains cas? Je pense pas. Est-ce que, au niveau national, il y a des jeunes qui ont des projets, qui ont peut-être conçu un truc d'intelligence artificielle? Je pense que c'est quand même peu. Ok, donc en réalité, toi, tu parles d'algorithmes ou de projets d'intelligence artificielle conçus par les Congolais. C'est de ça que tu parles, toi. Bien sûr, il y a des trucs qui actent au niveau national. Moi, je ne parle pas de l'intelligence artificielle de Google. Non, je parle du niveau, par exemple, de l'intelligence artificielle parce que les projets, ce que nous, on demande qui a un impact au niveau du Congolais, au niveau du Congo. On veut pas des projets juste comme ça, non, des projets qui ont un impact au niveau du pays. Si quelqu'un a un projet très intéressant sur l'intelligence artificielle, un jeune, ou un groupe de jeunes, qui a un projet sur l'intelligence artificielle qui résout les problèmes, par exemple, rencontrés par des Congolais, peut-être le domaine de la santé, ou peut-être de la mobilité, ça touche le Congo. Là, c'est dans cette manière dont je parle de l'intelligence artificielle au niveau du Congo, l'implémentation au niveau du Congo. Lucien, je t'ai compris. C'est pour ça que je posais les questions, parce qu'il faut savoir. Parce que même si tu dis l'intelligence artificielle qu'un Congolais a fait, c'est difficile.
moi, je suis du domaine, hein, je suis ingénieur en informaticien, je suis développeur, j'ai enseigné dans les universités. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat me pousse à faire des choses. Mais nous savons tous que la technologie que nous utilisons, l'intelligence que nous utilisons, même si quelqu'un fait un truc d'intelligence artificielle qui va habiller hein, sur un label congolais, on sait tous que derrière, il ne peut pas créer. Aujourd'hui, on ne réinvente plus la roue. Ce n'est pas intelligent. Il ne suffit pas juste de dire que ça soit congolais. Parce que s'il faut dire que ça soit congolais, il faut que ça soit congolais jusqu'aux lignes de code. Mais toi et moi, nous savons qu'on réutilise toujours des codes. Il y a des frameworks, il y a des trucs qui nous appartiennent pas. Oui. Donc, moi aussi, là où je veux en venir, moi je suis d'accord avec toi, mais il va falloir aussi un peu être flexible sur ce langage-là de dire des trucs congolais, machin, tout ça là, parce qu'il n'y en a pas. C'est comme le débat des smartphones. On va dire à Samsung, ouais, ton smartphone n'est pas total, parce qu'il y a des puces chinoises, il y a des trucs et tout ça là. Mais on a compris, c'est pas l'objet. Oui, en fait, c'est ça, en fait. C'est comme quand on dit, par exemple, un jeune a créé une application congolaise, une application, c'est du Made in Congo. Bien sûr qu'on sait que le code n'a pas été créé par le Congolais, le framework n'a pas été créé par le Congolais, le Java et tout ça n'a pas été créé par le Congolais. Mais on dit le produit, le Congolais, il a appris le code, à travers cet apprentissage du code et tout, il a produit un produit congolais, un produit made in Congo. Bien sûr que c'est pas dans le sens où un Congolais doit tout créer à zéro, non. Comme on le sait, tout, voilà, que ça soit développement et tout, voilà. C'était important de faire cette distinction-là, parce que ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément des informaticiens. Quand ils projettent totalement congolais, ils peuvent y croire. Donc, c'est important de faire ces nuances-là. Parce que moi, personnellement, je ne trouve pas trop intéressant oui, quelqu'un va créer un produit qui va résoudre un problème au Congo. C'est bien. Mais nous, les Africains, nous avons cette habitude-là. Quand les autres font des technologies, ils n'ont jamais dit technologie européenne. Ça s'utilise partout. Mais dès que l'Africain fait un petit truc, on va commencer à dire ouais, c'est congolais, c'est truc. Moi, je trouve ça un peu bas. Il faut juste créer des choses qui vont résoudre les problèmes des gens. C'est comme ça que les autres font et c'est comme ça que nous sommes aussi en train d'apprendre. Voilà, je ne sais pas si tu vois un peu, mais on va passer. Ce n'est pas l'objet de l'interview. Je pense qu'on a pu lever qui nageait. Donc déjà, concrètement, puisqu'on a fait une petite digression là, je veux que tu résumes en une phrase ou deux le problème que tu résous avec chaque volet de ton projet Mbongi. Rapidement pour qu'on passe à la prochaine étape. Pour le premier volet qui est le volet investissement, voilà, nous résolvons le problème de manque de financement au niveau des startups dans nos pays d'origine. Partie qui est comme l'espace de découverte ou là où on va découvrir du contenu entrepreneurial et culturel. Et on résout le souci du manque de plateformes qui réunit la diaspora, en tout cas, pour le troisième volet, qui est le logiciel de gestion de communauté. On résout le problème des bureaux de communauté qui font tout manuellement avec les documents et tout. Nous avons digitalisé leur processus de travail. Depuis combien de temps tu as eu le déclic de te lancer sur ce projet et depuis quand tu y travailles déjà? Donne-nous un peu une timeline. Depuis le début à maintenant, comment ça se présente? Pratiquement 7 mois. Le premier mois, c'était le déclic. Voilà, il fallait tout mettre sur le papier, il fallait tout écrire, les trucs sur le papier, faire un plan. Et ensuite, les six mois, c'était pour développer. Donc, au total, 7 mois. Et comment tu es organisé? Y a-t-il des investisseurs derrière toi? Comment tu es organisé? Est-ce que tu as une équipe? Voilà. Des investisseurs, je peux dire des investisseurs, non. Par contre, je me suis réuni à un certain niveau. Bien sûr qu'au début du développement, voilà, je l'ai fait seul et tout. À un certain moment, il faut maintenant essayer de former une équipe. Donc, en ce moment, j'ai une équipe. Je suis en train de continuer à regrouper l'équipe. J'ai des représentants, j'ai une équipe de développement, ceux qui vont gérer le code derrière. J'ai une équipe de création de contenu, l'équipe propre à Mbongi, et bien sûr qu'il y aura aussi des créateurs de contenu externes. Mais à l'intérieur, nous avons une équipe de création de contenu et il y a aussi une équipe, comment je peux dire ça, de rédaction. L'équipe pour rédiger des articles, blog, voilà. Donc actuellement, Mbongi, c'est une équipe de combien de personnes? À peu près 6, 7. Ouais, okay. Le 7e, il est en confirmation, mais 6, 7. D'accord. Maintenant,
Je sais que peut-être que tu as dû donner cette réponse-là déjà. Et je veux quand même que tu fasses de façon express un contraste. Parce que tu parles de surtout la partie réseau social. Tu parles de réseau social ou de réseaux sociaux. Ben, nous avons des réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram, comme YouTube, comme TikTok, comme Twitter. Je veux que tu fasses le contraste expressément. Même si tu vas donner des éléments que peut-être que tu as déjà donné. Pose la question parce qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont se dire, oh, mais il y a déjà Facebook. Il y a déjà fait le contraste pour donner de la valeur à ton produit. Comment ton produit se différencie de l'autre là pour taire cette une bonne fois pour tout. Ouais. En tout cas, bien sûr, ça, depuis même avant de lancer cette question, ça revenait. Il y a déjà des réseaux sociaux. Pourquoi toi? Quoi on va faire et tout. Et donc, nous sommes partis sous forme de niche, un espace de niche, un réseau de niche. Et cette niche-là, c'est l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que nous avons fait? OK. Nous avons retiré la possibilité de publier à tout le monde, de poster quelque chose. Un utilisateur normal, quand il rentre, il n'a pas la possibilité de poster. Il a juste la possibilité de commenter, voir des vidéos, écouter de la musique. Il a juste la possibilité de commenter, de liker. Si on laissait la possibilité à tout le monde de publier, de faire des posts, on sait que voilà, l'objectif de la plateforme sera un peu écarté parce que tout le monde va essayer de publier ce qu'il veut. Il y aura des gens qui vont publier leurs photos de vacances, il y aura des gens qui vont publier leur histoire et des trucs. Ça sera pareil à Facebook. Et donc, pour faire cette distinction, nous avons retiré le droit de poster à tout le monde. Maintenant, ceux qui ont le droit de poster seront des pairs spécifiques, comme les bureaux de communauté, en tout cas des gens qui vont exercer des temps importantes au niveau de la plateforme. Et comme ça, nous pouvons contrôler l'objectif ou le déroulement. Est-ce que la plateforme suit son objectif? Là, au moins, on a la possibilité de contrôler. Parce que si on laisse tout le monde poster quelque chose, on n'aura plus la possibilité de contrôler l'objectif de la plateforme. Parce que l'objectif, c'est entrepreneuriat. Et nous sommes sur cette niche-là. Si quelqu'un veut poster des trucs, il y a Facebook qui est là, il y a Instagram qui est là, il y a LinkedIn qui est là, Twitter qui est là. Alors, si la personne veut redécouvrir de la culture africaine, networker avec la diaspora ou avec les autres entrepreneurs, découvrir des business lancés par la diaspora ou les Africains, échanger avec le monde de la diaspora, les autres personnes, cette personne-là pourra venir de notre plateforme parce qu'elle elle sait que quand je vais rentrer dans cette plateforme, c'est tout un univers de la diaspora, c'est tout un univers africain, c'est tout un univers congolais. Il va retrouver tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, voilà, la culture. Donc, nous sommes partis dans cette niche-là. Nous ne voulons pas être comme les autres et tout, mais plutôt on a pris cette niche. C'est ça notre différence, c'est notre objectif. La différence, c'est l'objectif. Notre objectif, c'est entrepreneuriat et faire redécouvrir la diaspora, voilà, la culture africaine, la culture de leur pays avec du contenu. Ok. Quels sont les différents profils? Parce que tout à l'heure, on a vu que tout le monde ne peut pas poster. Alors, est-ce que tu peux donner une image? Est-ce que tu peux peindre une image des parties prenantes de la plateforme? Comment on les appelle? Qu'est-ce qu'ils font sur la plateforme? Voilà. Donc, définir un peu les rôles des personnes qui interviennent sur la plateforme pour que les gens puissent avoir une image de comment ça fonctionne. Ah, ok. D'accord. Par exemple, je vais prendre un profil. Déjà, je sais que les bureaux de communauté, on va commencer par eux. C'est le bureau. C'est pas des individus et tout, parce qu'on sait que des bureaux, parfois, ça change. Mais le profil bureau de la communauté, ils ont des activités ou ils ont des événements, des journées culturelles et tout. Donc, eux, ils ont la possibilité de poster ces événements-là, de poster du contenu-là. Non, ça, c'est ce premier profil. Il y a aussi un autre profil, créateur de contenu. Aujourd'hui, bien sûr que nous avons une équipe interne pour la création de contenu, mais par contre, des créateurs de contenu, par exemple, je vais prendre un cas d'un créateur de contenu congolais, il fait découvrir le Congo à travers des voyages qu'il filme et qu'il poste sur Internet. C'est un créateur de contenu congolais qui aura la possibilité, il aura la possibilité de poster chez nous parce que c'est un créateur de contenu congolais ou un contenu qu'on trouve important. Et donc, il y a ce deuxième profil de contenu et il y a aussi profil d'entreprise, des startups lancées ou dirigées, des startups lancées par des Africains à travers le monde, pas uniquement au niveau Congo, non, mais plutôt le profil entreprise dirigé par des Congolais à travers le monde. J'ai juste pris un exemple congolais, bien sûr qu'il peut y avoir d'autres nationalités. Et donc, c'est un peu ces
c'est ces trois profils qui auront vraiment la possibilité de poster du contenu. Ok, et au moment où nous parlons, le Mbongi est-il une entreprise constituée au Maroc, au Congo, ou est-ce que c'est une procédure en cours? Nous sommes en train de faire la procédure au niveau du Congo pour voir quels sont les papiers qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'installer ou mettre le siège au niveau du Congo. En tout cas, c'est dans la procédure de l'enregistrement au niveau du Congo. Ok, c'est bien, c'est bien. Mais rien ne va se passer avec votre plateforme si derrière il n'y a pas un modèle économique viable pour pouvoir rémunérer déjà vous-même, parce que vous n'allez pas tenir longtemps si il n'y a pas un modèle économique qui soutient le projet pour que tout le temps que tu passes toi-même sur le projet soit valorisé, tout le temps que les créateurs de contenu que tu vas inviter ou investir soient valorisés. Voilà, toutes les parties prenantes. Alors, quel est le modèle économique du Mbongi? Comment vous faites pour gagner de l'argent? Le modèle économique globalement, j'ai pas le droit ou la possibilité de le dire en totalité, mais le premier modèle économique est celui de la mise en avant des services. Aujourd'hui, on va retrouver tout un monde africain dans la plateforme. Bien sûr, il y a des gens qui prestent, il y a des prestataires de services et dont leur clientèle, c'est la diaspora ou des Congolais. Je veux prendre un cas d'exemple au niveau du Maroc. On aime bien manger ce qui est congolais, mais c'est pas tout le monde qui prépare congolais. Il y a des restaurants. Par exemple, il y a des restaurants qui font de la bouffe congolaise. C'est un prestataire de service. Sa clientèle, ce créateur, disons, ou propriétaire de ce restaurant qui fait de la bouffe congolaise, c'est que sa clientèle se trouve sur aussi la plateforme, sur le Mbongi. Alors là, il y a un modèle économique qui sera facturé pour la mise en avant de ces services. Voilà, un cas typique de modèle économique en tout cas. Très bien. De façon claire, où vous voyez dans les 12 prochains mois, les 3 prochains mois, les 5 prochaines années et les 10 prochaines années? Je demande votre vision en fait. Donc sur le court et le long terme. Ah, ok. Le court terme, c'est déjà faire connaître notre plateforme, notre vision, notre objectif dans le court terme. C'est faire connaître notre objectif et les atouts que faire connaître notre plateforme, le Mbongi, et les atouts que cela peut apporter. Son apport dans le développement des pays ou le développement, de la communion au niveau de la diaspora. En tout cas, ça, c'est notre objectif dans le court terme. Faire connaître notre plateforme au plus grand nombre de la diaspora possible. Et dans le long terme, être la référence africaine lorsque une personne de la diaspora veut faire quelque chose lié à l'entrepreneuriat au niveau d'un pays africain, qu'ils se sentent obligés ou qu'ils sentent que c'est cette plateforme qu'il me faut, être la référence au niveau africain. Comment comptez-vous y arriver? Avez-vous un budget marketing, une stratégie marketing qui est déjà en place? Comment vous comptez vous déployer sur le terrain pour arriver à ces objectifs-là sur le court et le long? Pour le court terme, bien sûr qu'on a un plan d'action, on a des actions qu'on va établir, on a un plan de communication que nous sommes en train d'établir. Pour le court terme, pour y arriver, faire connaître notre plateforme à tout le monde, nous passons par les bureaux de communauté des pays. Par exemple, le bureau de communauté de la Com de Fès ou les bureaux de communauté des Congolais du Brésil. Vous voyez, on passe par le bureau et le bureau annonce auprès des membres. Comme ça, nous ne dépensons pas beaucoup dans la publicité. Vous voyez, donc, on contacte le bureau de communauté d'un pays et ce bureau de communauté, bien sûr, après des échanges, des réunions et tout, voilà, ils font annonce auprès des Congolais de ce pays-là. Parce que, voilà, ces Congolais de ce pays-là sont liés au bureau de l'association parce que, voilà. Et donc, comme ça nous permet de conquérir pays par pays en dépensant peu d'argent dans la publicité. Ça, c'est dans le court terme. On a dans le long terme, et là, voilà, on va utiliser les méthodes classiques, de la publicité, Facebook, Instagram, de la publicité Google, c'est un peu ça. Et participer à des événements. Est-ce que tu peux présenter l'agenda sur le court terme de ce produit-là? Au moment où nous parlons, à quelle étape vous êtes? Quelles sont les activités prévues en ce moment-là et peut-être jusqu'à la fin de l'année? Considérons le court terme comme de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Et puis, voilà. D'accord. Donc, en ce moment, dans quel stade nous sommes? Ok, la plateforme est déjà prête, mais pas encore disponible au grand public parce que nous sommes en train d'ajouter les villes des pays et les noms de pays et tout. Et donc,
la plateforme est déjà prête et nous comptons le lancer. Nous l'avons déjà présenté. Nous allons le lancer au courant de cette semaine, s'il plaît à Dieu. Nous allons le lancer dans cette semaine et nous allons engager des réunions avec des bureaux de communauté des autres pays, comme par exemple, voilà, des bureaux de communauté des Congolais du Cameroun, des bureaux des communautés des Congolais, par exemple, de Russie, de France. L'agenda, c'est ça. Nous allons programmer des rendez-vous avec eux pour faire connaître notre plateforme auprès des Congolais de ces pays-là, mais tout en passant par leur bureau de communauté. Donc, cette semaine, le logiciel ou l'application, la plateforme sera prête. On va publier du contenu à l'aide de l'équipe de création de contenu qui est interne. Nous allons créer du contenu afin que les premiers utilisateurs puissent trouver du contenu et voilà, puissent commencer à interagir avec le contenu qu'ils vont trouver. Et ensuite, on va organiser des réunions, voilà, avec les communautés, les bureaux de communauté des autres pays pour leur présenter la plateforme et leur expliquer comment ça marche. Donc, jusqu'à la fin de l'année, ça sera ça. Faire connaître la plateforme, utiliser notre stratégie d'expansion à court terme, qui sera de communiquer avec les bureaux de communauté jusqu'à la fin de l'année. C'est le plan jusqu'à la fin de l'année. Ok, pour ceux qui nous suivent, il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a peut-être des gens qui t'ont suivi et qui se disent, bon, moi je suis intéressé à visiter cette plateforme. Or, tu viens de signaler que cette plateforme n'est pas encore disponible. Donc, cette personne-là va se poser la question de savoir, oui, mais comment je saurais que c'est disponible? Qu'est-ce que tu leur réponds? Et en plus de ça, il y a des gens qui vont suivre, qui vont peut-être se dire, moi, la partie création de contenu va m'intéresser. J'aimerais investir sur cette plateforme comme créateur de contenu. Comment je fais pour entrer en contact avec lui? Il y a aussi des gens aussi qui peuvent se dire que bon, moi je veux en savoir plus, je veux bien investir. Je ne sais pas, je n'en sais rien. J'essaie juste. Ces questions, je ne les pose pas pour moi-même. Je essaie de me mettre dans la peau de toute personne qui peut te suivre pour qu'ils sachent quoi faire. Parce que le but, c'est ça. Tu es là pour répondre à des questions. Donc, il faut qu'on essaie de donner des réponses pour essayer de satisfaire. Comment on fait comment ces gens-là font pour te contacter? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Effectivement, nous continuons à contacter des créateurs de contenu. Tout créateur de contenu lié à la culture africaine et à l'entrepreneuriat, je précise bien les deux, lié à la culture africaine et à l'entrepreneuriat, nous sommes ouverts à les accepter. Ils auront un compte créateur de contenu, ils pourront commencer à publier leur contenu dès qu'on va leur donner le top. Maintenant, pour le moment, comment savoir lorsque le Mbongi sera prêt? Ok. Nous avons une page Instagram dont le nom est le Mbongi, donc LE-barre de 8 Mbongi sur Instagram. C'est sur cette page-là que, voilà, nous allons annoncer, nous allons faire des posts pour garder nos utilisateurs en alerte. Donc, cette page, et je pense aussi, il y a la page Facebook qui est le Mbongi aussi, c'est le même nom. Le Mbongi, barre de 8, Mbongi, que ce soit Facebook ou Instagram. Mais c'est mieux qu'ils s'abonnent sur Instagram. Donc, allez-y vous abonner. Donc, c'est là-bas qu'ils peuvent nous contacter, peuvent nous écrire. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais dire à propos de ton projet, mais que mes questions ne t'ont pas permis de dire, ne t'ont pas permis de dire? Ouais, pas vraiment, mais je vais juste dire quelques mots. C'est que, voilà, aujourd'hui, nous avons un espace, sur lequel, voilà, on peut facilement investir sur des projets au niveau du pays. On a un espace sur lequel on peut redécouvrir de la culture africaine, de l'entrepreneuriat africain, du contenu, voilà. Qu'on peut redécouvrir des talents africains qui brillent à travers le monde dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, bien sûr que nous sommes encore petits, c'est un début, mais l'objectif, c'est de continuer à grandir, d'être la référence au niveau africain et au niveau mondial. C'est vrai c'est un début et il y aura sûrement quelques bugs. Déjà, veuillez nous excuser pour ça. Mais nous allons nous assurer que vous ayez la meilleure expérience possible sur notre plateforme. Abonnez-vous sur nos pages réseaux sociaux pour rester informés. Toujours sur le nom de le Mbongi, le-8 Mbongi sur Instagram et Facebook, afin que vous restez en alerte sur tout ce qui se passe au niveau du Mbongi. Lucer, je te remercie et je te souhaite plein succès pour le projet. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Miakasissa, et je suis ravi vraiment d'être présent et de recevoir votre invitation. À tout moment que vous aurez besoin de nous, on va vraiment être là. Merci.